Voilà, à l'avenir, nous referons des sondages d'opinion pour contrôler si le style jeune et moderne que nous avons essayé de donner au journal télévisé plaît au public ou s'il faut apporter des modifications à cette formule. Mon rôle s'est borné à donner la première impulsion. Maintenant, la tâche de tous les jours va incomber à l'équipe de Raymond Marcillac. Alors je vais vous poser une question encore plus indiscrète peut-être. Pourquoi notre directeur général, M. Bordaz, a-t-il nommé à la tête de cette nouvelle équipe Raymond Marcillac? À cause des qualités d'organisateur et d'animateur dont il a fait montre à la tête des émissions sportives. La pratique du sport lui a appris le coup d'œil, la rapidité et aussi l'impartialité de l'arbitre. Il retransmettait les matchs d'athlétisme. J'espère que le public sera content de le voir retransmettre le match de la vie. Eh bien alors, si vous le voulez bien, monsieur, nous allons faire descendre Raymond Marcillac et le faire apparaître sur cette espèce de tableau magique qui va, bonsoir Raymond, qui va dorénavant être une des pièces maîtresses du nouveau journal télévisé. Eh bien, Raymond Marcillac, à vous de jouer. C'est comme à la chasse, je ne vous dis pas bonne chance. Comme M. Perfit vient de le déclarer, le journal télévisé vous appartient à vous, téléspectateurs. C'est à vous de nous dire si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Je vous demande cependant de nous laisser quelques jours pour nous juger définitivement. Mais en définitive, c'est à vous qu'appartiendra le verdict. Et maintenant, place au nouveau journal télévisé. Georges Decaune, vous êtes maintenant avant le départ. Avant un départ assez curieux, une aventure assez curieuse qui concerne principalement les éditeurs de la RTF. Oui, je prends le bateau du 17 juillet à Marseille, le Calédonien, et je pars pour Tahiti. Une fois arrivé à Tahiti, je passe 2 semaines à Tahiti et je pars m'installer pour 1 an dans une île déserte. Mon projet, c'est de refaire Petit Coucher avec mon chien. On lui demande de se coucher, il fait des difficultés. Alors, il y a tellement de gens. Avec mon chien, c'est de refaire l'histoire de Robinson Crusoe. Pendant combien de temps? J'ai signé avec la RTF pour une durée d'1 an. Ça me semble une durée normale, ni trop court, mais assez long quand même, pour que cette expérience ait une certaine valeur. Alors vous partez pratiquement sans vivre au départ, avec les seules ressources de la pêche, je pense. Avec une naïveté considérable, je pars, et avec mon chien, avec l'intention d'attraper du poisson, parce que les eaux sont très poissonneuses dans la région de Tahiti, avec l'intention d'attraper des noix de coco, parce qu'il y a dans les noix de coco de l'eau qui me permettra de boire et de faire boire mon chien, et avec l'intention de faire des émissions qui, je pense, intéresseront le public de France 1 tous les soirs à 19h45. Vous voyez que je ne perds pas une occasion de le rappeler, de faire de la propagande. Avec l'intention, avec l'espoir que les auditeurs de France 1 trouveront dans le témoignage d'un individu seul en face de lui-même, peut-être une bouffée d'évasion, d'air frais, et peut-être aussi la réalisation d'un rêve qu'ils ont tous eu plus ou moins, qu'ils ont peut-être encore, celui d'abandonner la société, d'aller vivre ailleurs. Vous partez en Robinson, mais malgré tout avec du matériel. J'amène Matériel deux émetteurs de radio qui me permettent d'être tous les jours en liaison avec Papette, la RTF. Et Papette retransmettra. Papette retransmet à Paris. Le chien a une grande importance, je pense. Mais le chien a une grande importance pour les gens qui aiment les chiens. Moi, mon chien est mon ami. On ne se quitte pas à Paris, on partage les bons et les mauvais moments. Et j'espère que ce seront des bons moments que je vais lui offrir dans l'île déserte. La solitude sera moins difficile pour lui et pour moi puisque nous serons ensemble. Bon voyage en tout cas. Merci, et vous êtes gentil. à tous les jours sur l'antenne. À partir de quand? À partir du 17 septembre. Merci. Demain matin, à Saint-Denis, 149 coureurs représentant l'élite mondiale du cyclisme participeront au classique Paris-Roubaix, la plus grande de toutes les classiques. Parmi ces 149, 65 Belges et seulement 33 Français. 33 Français dont les 3 qui vous sont présentés maintenant, Raymond Poulidor, Robert Casala et Georges Chappe. 3 équipiers d'une formation dont on dit d'ailleurs qu'elle est numériquement la plus faible. Alors Raymond Poulidor, une question revient immédiatement aux lèvres. Vous qui venez de connaître un échec parce que cette équipe était peut-être insuffisante, est-ce que vous redoutez que dans Paris-Roubaix, pareille mésaventure vous arrive encore? En mésaventure, je ne pense pas. D'ailleurs, une course comme Paris-Roubaix, je pense que l'équipe n'a pas un grand rôle car c'est une classique d'un jour. Chaque coureur défend sa chance, ce qui est normal. Et c'est pas comme si on a un maillot jaune à défendre
Oui, c'est un peu le prototype de course qui vous convient d'ailleurs parce que c'est la lutte individuelle, la lutte où vraiment on doit donner le meilleur de vous-même. Est-ce que bien franchement vous croyez qu'il existe une autre course plus difficile que Paris-Roubaix? Plus difficile, je ne pense pas, non. Paris-Roubaix est très spécial. Et évidemment, il faut marcher le jour de la course, mais il y a une part de chance qui joue aussi, qui intervient. Robert Casala, vous croyez Raymond Poulidor susceptible cette année d'amener une victoire à la France, une victoire que la France recherche depuis Louison Bobet et Forestier, c'est-à-dire depuis plusieurs années? C'est-à-dire demain, je l'espère bien, mais en cours de saison, certainement Raymond arrivera à gagner une course et une belle course. Vous voyez déjà plus loin que Paris-Roubaix. Ah oui, mais vous savez, Paris-Roubaix, il faut avoir beaucoup de chance, comme disait Raymond tout à l'heure. Il y a un facteur chance qui joue énormément parce qu'il y a beaucoup de crevaisons, des chutes et surtout si le temps est pluvieux, ce sera encore plus dangereux. Georges Chappe, vous avez été champion du monde amateur, c'est déjà un titre. Ouais. Dans quel état d'esprit abordez-vous votre premier Paris-Roubaix? Je viens là pour voir, pour apprendre mon métier. Je vais voir ce que c'est. Sans autre ambition? Non, pas spécialement. Avez-vous l'impression que c'est une course qui puisse sourire à un jeune par une tentative audacieuse, je ne sais pas, avec une échappée dans les 100 premiers kilomètres, à une quinzaine de je ne sais pas, je crois pas quand même, parce que les costauds en fin de parcours, ils y seront toujours, je crois. Qu'est-ce qu'on dit dans les pelotons quand on parle de Paris-Roubaix maintenant? Je ne sais pas trop, c'est dur. C'est dur, hein? Ouais. C'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Eh bien, rendez-vous demain après-midi sur la piste de Roubaix pour savoir si un Français parmi les 33 qui prendront le départ succédera au palmarès aux deux derniers vainqueurs français, Louison Bobet et Jean Forestier. Demain matin, à Saint-Denis, 149 coureurs représentant l'élite mondiale du cyclisme participeront au classique Paris-Roubaix, la plus grande de toutes les classiques. Parmi ces 149, 65 Belges et seulement 33 Français. 33 Français dont les trois qui vous sont présentés maintenant, Raymond Poulidor, Robert Casala et Georges Chappe. Trois équipiers d'une formation dont on dit d'ailleurs qu'elle est numériquement la plus faible. Alors Raymond Poulidor, une question revient immédiatement aux lèvres. Vous qui venez de connaître un échec parce que cette équipe était peut-être insuffisante, est-ce que vous redoutez que dans Paris-Roubaix, pareille mésaventure vous arrive encore? En mésaventure, je ne pense pas. D'ailleurs, une course comme Paris-Roubaix, je pense que l'équipe n'a pas un grand rôle car c'est une classique d'un jour. Chaque coureur défend sa chance, ce qui est normal. Et c'est pas comme si on a un maillot jaune à défendre. Oui, c'est un peu le prototype de course qui vous convient d'ailleurs parce que c'est la lutte individuelle, la lutte où vraiment on doit donner le meilleur de vous-même. Est-ce que bien franchement vous croyez qu'il existe une autre course plus difficile que Paris-Roubaix? Plus difficile, je ne pense pas, non. Paris-Roubaix est très spécial. Et évidemment, il faut marcher le jour de la course, mais il y a une part de chance qui joue aussi, qui intervient. Robert Casala, vous croyez Raymond Poulidor susceptible cette année d'amener une victoire à la France, une victoire que la France recherche depuis Louison Bobet et Forestier, c'est-à-dire depuis plusieurs années? C'est-à-dire demain, je l'espère bien, mais en cours de saison, certainement Raymond arrivera à gagner une course et une belle course. Vous voyez déjà plus loin que Paris-Roubaix. Ah oui, mais vous savez, Paris-Roubaix, il faut avoir beaucoup de chance, comme disait Raymond tout à l'heure. Il y a un facteur chance qui joue énormément parce qu'il y a beaucoup de crevaisons, des chutes et surtout si le temps est pluvieux, ce sera encore plus dangereux. Georges Chappe, vous avez été champion du monde amateur, c'est déjà un titre. Ouais. Dans quel état d'esprit abordez-vous votre premier Paris-Roubaix? Je viens là pour voir, pour apprendre mon métier. Je vais voir ce que c'est. Sans autre ambition? Non, pas spécialement. Avez-vous l'impression que c'est une course qui puisse sourire à un jeune par une tentative audacieuse, je ne sais pas, avec une échappée dans les 100 premiers kilomètres, à une quinzaine de je ne sais pas, je crois pas quand même, parce que les costauds en fin de parcours, ils y seront toujours, je crois. Qu'est-ce qu'on dit dans les pelotons quand on parle de Paris-Roubaix maintenant? Je ne sais pas trop, c'est dur. C'est dur, hein? Ouais. C'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Eh bien, rendez-vous demain après-midi sur la piste de Roubaix pour savoir si un Français parmi les 33 qui prendront le départ succédera au palmarès aux deux derniers vainqueurs français, Louison Bobet et Jean Forestier. Eh bien, maintenant, nous allons terminer cette édition en entrant en contact avec François Gerbeau et Maurice Sévenot qui nous attendent sur le sommet de la Tour Eiffel. Vous m'entendez, François? Eh bien, je vous entends très bien, Léon. Et si nous avons choisi le sommet de la Tour Eiffel, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est pour offrir à nos amis qui, depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, nous suivent régulièrement, c'est pour leur offrir à notre manière un cadeau insolite qui est Paris à nos pieds, Paris illuminé qui se prépare à fêter la nuit du réveillon.
Notre cadeau donc de fin d'année. Et aussi, si nous sommes montés si haut et à pied, avoir fait une ascension de quelques 900 marches dans des conditions extrêmement pénibles, car ici, au sommet de la tour, il souffle un vent de 120 km/h par rafale, un vent qui vous plaque ou vous éloigne des rambardes où je m'agrippe pour essayer de vous parler. C'est parce que, quelquefois, vous avez peut-être eu l'impression que le journal était une sorte de numéro, ou une sorte de, comment dirais-je, de prestation d'homme seul. Or, en fait, c'est tout un ensemble de gens qui travaillent à ce journal que nous vous présentons chaque soir. Et c'est un peu en pensant à tous ces gens que vous ne voyez pas que nous sommes montés ici. Nous sommes à Eiffel 3, c'est-à-dire le centre des relais hertziens au sommet de la tour Eiffel, parmi ces paraboles qui vous distribuent les images que vous recevez en ce moment. C'est vous que nous voyons sur l'écran, François? Je pense que c'est moi. En tout cas, je vois un projecteur sur ma droite. Et en tout cas, je disais donc que tous ces gens qui sont ici et que vous ne voyez pas passent des jours et parfois des nuits pour capter les reportages en direct que vous recevez et qui vous font revivre des événements soit tragiques, soit heureux et qui sont en tout cas le reflet de la vie. Maurice Thévenot, lui, est en bas, juste au-dessous, dans la cabine technique d'Eiffel 3, la cabine des relais hertziens. Et si vous le voulez bien, après avoir rendu hommage à tous ceux que vous ne voyez pas et après vous souhaiter un bon réveillon, je vais rejoindre tout de suite Maurice Thévenot. À tout de suite. Oui, comme vous le disait François à l'instant, si nous donnons l'impression la plupart du temps de faire un travail... Non, là, ce bruit que vous venez d'entendre, c'est une barre de fer qui vient d'être bougée par l'un de nos caméramans. Ça n'est pas grave. Ah, si Maurice, donnons... ne nous annoncez pas une panne pour le dernier journal. Non, non, pas du tout. Si nous donnons l'impression de faire un travail de soliste, très souvent, il ne faut pas oublier que nous avons toujours un grand orchestre derrière nous. Et voici une partie de ce grand orchestre à près de 300 mètres au-dessus de Paris, la salle des relais hertziens que vous voyez maintenant sur votre écran. Ici, des techniciens qui travaillent de 10 à 15 heures par jour, dans un tangage à peu près incessant. Au moment où je vous parle, ça bouge énormément. François Gerbaud vous disait que le vent était de 120 km/h. C'est tout à fait vrai. Eh bien, croyez-moi, le travail qui est fait ici par les techniciens est un travail qui est de toute façon à la hauteur, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, mais en tout cas, croyez qu'il est tout à fait utile et même indispensable pour retransmettre dans de très bonnes conditions les émissions de télévision. Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, eh bien, je vais tout de même vous donner quelques nouvelles, quelques dépêches de cette fin d'après-midi. Sachez d'abord qu'en URSS, les Izvestia annoncent pour 1965 la fin des privations sans spécifier de quelle privation il s'agit. Sachez également que l'Europe entière, l'Europe de l'Ouest, connaîtra le nouvel an grâce au carillon de Strasbourg. C'est en effet en 12 langues et 12 langues parlées par les 17 pays que constitue le Conseil de l'Europe que le monde, l'Europe tout au moins, apprendra la naissance de la nouvelle année. Eh bien, si vous le permettez maintenant, mon cher Léon, nous allons trinquer avec François qui vient de redescendre les quelques marches pour se joindre à nous dans cette salle des relais hertziens. Nous allons trinquer avec tous les téléspectateurs à la nouvelle année, bien entendu. Eh bien, nous voulons vous voir trinquer. Et alors d'ailleurs, nous avons du champagne. Il y a une histoire merveilleuse de champagne qui est racontée aujourd'hui dans les dépêches. Il y a un propriétaire d'un cabaret de Venise qui a trouvé aujourd'hui dans une bouteille de champagne, dans l'emballage d'une bouteille de champagne, une photo et une lettre ainsi libellée. J'ai 17 ans, voici ma photo, mes amis me disent jolie et je voudrais me marier. Que celui qui ouvrira cette bouteille de champagne m'écrive et puis après, on verra bien. Et si vous le voulez, je vais vous donner le nom et l'adresse de cette jeune fille parce que c'est tout de même très charmant. Attendez, je crois que nous avons un ennui. Elle s'appelle... Elle s'appelle, alors vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. Mais que voulez-vous, ça me rappelle un peu Marianne Damargue à Épernay, France. Alors je répète, Marianne Damargue, Épernay. Merci beaucoup, Maurice Thévenot. Et oui, alors nous allons sabler le champagne sans que vous ayez d'image, mais croyez-moi, il sera de toute façon très bon. Et nous le sablerons à la santé de vous, Léon, et de tous nos téléspectateurs. Vous êtes gentil, mais enfin, écoutez, ne trichons pas. Il faut bien dire que cette dernière émission, cette dernière édition aura été le résumé de tout ce qui nous arrive aux actualités, même, voyez-vous, absolument pas préparé, croyez-le bien, il y aura eu ce petit incident, vous voudrez bien, selon l'expression consacrée, et nous sommes navrés de l'utiliser si souvent, vous voudrez bien, s'il vous plaît, ne pas nous en tenir rigueur. Et je voudrais aussi, avant de vous quitter, de vous retrouver maintenant l'année prochaine, vous dire au nom des 4 présentateurs du journal télévisé, de mes amis Georges Decaune, François Gerbaud, Maurice Thévenot et de votre serviteur, de vous dire bonsoir et merci.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre journal va se terminer, l'année aussi. Alors il serait peut-être prudent de vérifier que nous n'avons rien oublié de vous dire tout au long de 1962. Mais non, apparemment, le journal télévisé a été très complet et vous a vraiment tout dit. Ah, et encore une chose, je vois vœux, mais à la date du 1er janvier, mais devancer l'actualité ne nous fait pas peur. Mais plutôt que de vous dire bonne année, bonne santé comme tout le monde, nous avons préféré vous envoyer quelques cartes. Ces cartes de vœux, c'est à notre ami Georges Libaud que nous avons demandé de les dessiner. Georges, on vous avait demandé d'imaginer des vœux auxquels on ne pense pas le 31 décembre. Enfin, de là à nous parler d'impôts, je trouve que vous exagérez oui, un mais peu. attendez, ce n'est pas ça que nous leur souhaitons. C'est ça. Ah, je comprends mieux. C'est une très bonne idée. Donnez-la moi. Celle-ci, nous allons l'envoyer au ministre des Finances. Voilà. Et ça? Eh bien ça, voyez-vous, c'est pour souhaiter de grands voyages, de beaux voyages aux téléspectateurs et aussi aux journalistes du journal télévisé. Et d'ailleurs, il y a une allusion qui vous concerne directement. Jugez plutôt. Évainé. Très bonne idée aussi. Donnez-la moi, je vais l'envoyer au directeur de la RTF, puis à Georges Decaune. Là, cette carte s'adresse plus particulièrement aux journalistes du journal télévisé. C'est pour leur souhaiter ce statut dont on parle tant. Ah, je dois dire que le jour où on l'inaugurera, cette statue de la RTF, nous serons bien contents. Celle-là, je vais évidemment l'envoyer au ministre de l'Information. Là, j'ai pensé que l'essence, mon Dieu, si elle pouvait être gratuite, arriverait à faire plaisir aux automobilistes. Sûrement. Pour le ministre des Transports, des Travaux Publics et du Tourisme. Et enfin... Enfin, c'est le vœu, n'est-ce pas, qu'on peut souhaiter à tous, c'est souhaiter qu'il n'y ait plus de bombache et que l'on connaisse la paix. Ça, je crois que c'est la meilleure idée. Et cette carte, nous allons l'envoyer à tous les chefs d'État du monde. Mais je trouve que ça manque de vœux pour les téléspectateurs, tout simplement. Là, vous voyez, il y en a pour plusieurs ministres, pour les chefs d'État. Vous ne pourriez pas imaginer quelque chose pour les téléspectateurs? Ah bien écoutez, si, on va essayer. Alors, pour les téléspectateurs, il y a d'abord un poste de télévision. Hein? Un très beau poste. Tenez, vous devriez coller ça dessus. Comme ça, on se rappellera que c'est pendant le journal. Bon, ça va, ça va. Et après? Après? Mais attendez. Ah, ça alors. Permettez. Je vous en prie. Bon réveillon. Laissez-la au chaud, s'il vous plaît.